living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. Sans relâche, la princesse Anne vient de secouer la monarchie jusqu'en ses fondements. Elle a été chargée d'exaucer les dernières volontés du roi. Il ne s'agissait pas de la couronne. C'était brutal, personnel et complètement inattendu. Le prince William se figea tandis que le prince Harry resta silencieux. William honorera-t-il la dernière volonté de son père mourant? Le roi Charles demande maintenant, où la famille est-elle enfin arrivée à un point de non-retour? Rejoignez-nous pour découvrir le dernier souhait du roi que la princesse Anne vient de révéler. Le dernier souhait du roi. Les anciens couloirs du château de Windsor avaient été témoins de siècles d'annonces royales, mais rien de tel que celle-ci. Par une matinée grise de février, la sécurité étant renforcée au-delà du protocole normal, la princesse Anne se tenait devant sa famille, portant un message qui allait changer tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur avenir. Le roi Charles avait pris une décision sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire royale moderne, il ne prononcerait pas lui-même l'annonce de sa famille. Il avait plutôt choisi sa sœur, la seule personne connue pour son honnêteté inébranlable, pour prononcer des mots qu'il ne pouvait plus supporter de prononcer lui-même. La posture d'Anne était rigide face à la famille royale. Le prince William était assis en avant sur sa chaise, la mâchoire crispée par l'impatience. De l'autre côté de la pièce, le prince Harry se tenait près de la fenêtre, isolé du cercle familial auquel il avait autrefois appartenu. Le silence pesant s'étendit entre eux, rompu seulement par le bruit lointain du vieux système de chauffage de Windsor. Ce que Charles avait demandé à Anne de transmettre ne concernait ni les échéances de succession, ni les devoirs cérémoniels. C'était profondément personnel, le souhait désespéré d'un père qui transcendait le protocole royal et touchait à la corde sensible d'une famille déchirée par des années de conflits. Le message du roi était simple, mais bouleversant. Il souhaitait que ses fils se retrouvent avant la fin du temps imparti, non pas comme membres actifs de la famille royale, ni comme personnalités publiques, mais comme frères ayant partagé la même enfance, les mêmes pertes, le même fardeau d'être né dans une institution qui exigeait tout sans rien offrir en retour. Le visage de William trahissait son choc. Ses mains, fermement jointes sur ses genoux, restèrent immobiles tandis qu'Anne continuait de parler. Ce n'était pas le message qu'il attendait de son père. Depuis des mois, William se préparait à des discussions plus tendues sur la rationalisation de la monarchie et sur la définition de frontières plus claires entre les représentants de la couronne. Il ne s'était pas préparé à un appel émotionnel qui touchait droit au cœur de leur relation brisée. La réaction d'Harry fut tout aussi stupéfaite, mais différente. Son regard croisa celui de ses frères pour la première fois depuis des années, en quête de quelque chose, de compréhension peut-être, ou de reconnaissance du poids que leur père accordait à cet instant. Le bref échange ne dura que quelques secondes, mais il portait le poids de toute leur histoire non racontée. Anne délivra le message avec la franchise qui la caractérisait, mais même elle semblait affectée par sa gravité émotionnelle. Il ne s'agissait pas d'une simple annonce royale. Un roi mourant tentait de panser des blessures qui s'étaient aggravées au grand jour, pourtant atteintes non seulement à sa famille, mais aussi à l'institution qu'ils servaient tous. L'atmosphère de la salle s'alourdissait tandis qu'Anne expliquait le raisonnement de Charles. Sa santé déclinait plus vite que ne le laissaient entendre les rapports publics. Les traitements commençaient à faire des ravages. Le roi Charles souriait et saluait la foule, passant du temps à l'hôpital à gérer les effets secondaires de son traitement contre le cancer. Et le roi comprenait que son temps pour influencer la dynamique familiale était compté. Il pouvait restructurer les finances de la monarchie, moderniser son fonctionnement et préparer Guillaume à diriger le royaume, mais il ne parvint pas à combler le fossé émotionnel entre ses fils par décret royal. D'autres membres de la famille s'agitaient, mal à l'aise. Le prince Édouard, gardien de la paix de la famille, observait ses neveux avec inquiétude. Même Camilla, habituellement réservée lors des réunions de famille, parut émue par la crudité de la demande de Charles. Le poids de la décision reposait désormais entièrement sur William et Harry, deux frères qui allaient devoir choisir entre honorer la dernière volonté de leur père et préserver les limites qu'ils avaient construites pour survivre à cette situation extraordinaire. Mais l'annonce d'Anne n'était que le début d'une crise bien plus profonde se déroulant derrière les murs du palais. Qu'est-ce qui a poussé Charles à ce moment désespéré? Une véritable tempête. Les rapports médicaux qui arrivaient chaque matin sur le bureau privé de Charles dépeignaient une triste réalité que le public ne verrait jamais. Son équipe d'oncologie lui avait conseillé de réduire son stress, de limiter ses interactions publiques et d'éviter les confrontations émotionnelles.
Et pourtant, il était là, orchestrant la plus importante restructuration royale depuis des décennies, tandis que son corps livrait une bataille qu'il perdait peu à peu. Dans les heures calmes précédant l'aube, lorsque Clarence House était silencieuse, Charles se surprenait souvent à étudier les portraits de ses prédécesseurs. Le poids de leurs expériences pesait sur lui comme un fardeau royal accumulé par des siècles. Il comprenait, peut-être mieux que n'importe quel roi avant lui, que les crises de succession avaient à maintes reprises menacé de détruire l'institution même qu'il avait juré de protéger. Le spectre de 1936 hantait chacune de ses décisions. L'abdication d'Édouard VIII avait propulsé son frère, George VI, qui n'était pas préparé, sur le trône, déstabilisant presque la monarchie à un moment où la Grande-Bretagne avait le plus besoin de stabilité. Charles avait grandi en écoutant murmurer des anecdotes familiales sur le chaos qui avait suivi, les préparatifs précipités, la panique institutionnelle, les dégâts qui avaient mis des années à être réparés. Plus douloureux encore était le souvenir de 1952, lorsque sa mère, Elizabeth II, avait hérité de la couronne à seulement 25 ans. En l'an de grâce 1953, le couronnement de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Charles l'avait vu sacrifier ses désirs, ses moments de spontanéité, et même sa relation avec ses enfants, aux exigences du devoir. Elle était devenue un symbole vivant de l'État, mais au prix d'une femme capable d'exprimer rarement ses émotions sincères en public. La jeune princesse, qui avait autrefois grimpé aux arbres et joué avec ses chiens, s'était effacée derrière les exigences de la couronne. Charles se souvenait de dîners de famille où le protocole occultait les conversations, où la chaleur de sa mère était réservée à des moments privés de plus en plus rares. L'institution avait tellement absorbé son identité que même ses petits-enfants semblaient parfois plus à l'aise avec ses corgis qu'avec elle. Ces souvenirs ont nourri chez Charles le besoin urgent de remodeler la monarchie avant que sa crise sanitaire ne l'oblige à une nouvelle succession imprévue. Il a refusé d'imposer à William le même chaos institutionnel qui avait marqué les transitions précédentes. Le diagnostic de cancer n'a fait qu'accélérer un calendrier qu'il élaborait depuis des années. Nous avons reçu des nouvelles de dernière minute du palais de Buckingham, qui a annoncé que le roi avait reçu un diagnostic de cancer. Les rendez-vous médicaux sont désormais intégrés à l'agenda hebdomadaire de Charles. Entre les séances de chimiothérapie et les consultations spécialisées, il rencontre des avocats constitutionnels, des experts en communication et des conseillers de confiance. L'ironie ne lui échappe pas. Il luttait simultanément pour sa survie tout en remodelant une institution censée survivre à tout monarque. La pression pesait sur tous ceux qui l'entouraient. Le personnel du palais remarqua que Charles travaillait tard le soir, examinant des documents avec une intensité qui inquiétait ses médecins. Camilla se retrouva à gérer non seulement ses propres devoirs royaux, mais aussi à surveiller la santé de son mari tout en soutenant son programme de réforme de plus en plus ambitieux. William, lui aussi, ressentait une pression croissante. L'état de santé de son père signifiait que les responsabilités lui étaient transférées plus rapidement que quiconque ne l'avait anticipé. Les cartons rouges contenant les documents d'État arrivaient désormais régulièrement à son domicile. Il était présent lors des briefings du Premier ministre. On le préparait à un rôle qu'il comptait assumer progressivement sur de nombreuses années. Les parallèles historiques étaient impossibles à ignorer. Comme son arrière-grand-père, George VI, Guillaume II était confronté à la perspective d'accéder au trône dans une période de défis sans précédent. Comme sa grand-mère, Elizabeth II, il hériterait d'une institution nécessitant une modernisation immédiate pour résister à l'examen public. Mais contrairement aux générations précédentes, Guillaume bénéficiait d'un atout qui leur manquait, un avertissement préalable et une préparation active. La crise de santé de Charles, aussi dévastatrice fut-elle pour lui, offrit l'occasion d'une transition de pouvoir délibérée plutôt que par une urgence soudaine. La question était de savoir s'il parviendrait à mener à bien cette transformation avant la fin du délai imparti. Tandis que Charles luttait en privé contre sa crise de santé, une autre transformation se produisait discrètement à Londres. Qui dirige réellement la monarchie désormais? Le couronnement fantôme de William et Kate. Les cartons rouges ont commencé à arriver à Adelaide Cottage un mardi matin de fin février. Guillaume ouvrit le premier, les mains légèrement tremblantes, non pas de nervosité, mais sous le poids de ce moment. À l'intérieur se trouvaient des notes d'informations gouvernementales confidentielles, des câbles diplomatiques et des documents d'État que seul le monarque consultait habituellement. La signature de son père était introuvable. Le personnel du palais avait reçu des instructions discrètes quelques semaines plus tôt,
Les appels téléphoniques destinés au roi Charles étaient désormais redirigés vers le bureau privé du prince William. Les demandes de rendez-vous passaient d'abord par l'agenda de William. La transition s'effectuait sans fanfare, sans annonce publique, sans les cérémonies traditionnelles qui marquaient habituellement ces changements importants dans le pouvoir royal. Kate observait cette transformation depuis la fenêtre de leur cuisine, tandis que William arpentait le jardin, téléphone collé à l'oreille, discutant des affaires d'État avec le Premier ministre. Il ne s'agissait pas des conversations cérémonielles d'un prince en devenir. Il s'agissait des échanges urgents et détaillés de quelqu'un qui gouvernait déjà. Le changement d'attitude de William était subtil mais indéniable. Ses épaules se portaient différemment. Sa voix avait une autorité nouvelle lors des réunions de famille. Ils avaient du temps, du talent et une vision pour résoudre les problèmes environnementaux, mais ils ne recevaient pas le soutien nécessaire pour accélérer leur résolution. Les membres du personnel, qui avaient travaillé avec 3 générations de membres de la famille royale, avaient remarqué comment il dominait les salles d'une manière qui leur rappelait sa grand-mère dans ses années de gloire. Mais l'évolution de Kate fut peut-être encore plus remarquable. Tandis que William héritait des responsabilités constitutionnelles, elle devenait discrètement le centre émotionnel de la monarchie. Les ambassadeurs étrangers commencèrent à solliciter des rencontres avec elle. Les dirigeantes du Commonwealth veillaient à ce que leurs épouses soient assises à côté de Kate lors des cérémonies officielles. La couverture médiatique internationale se concentrait de plus en plus sur ses réactions, ses choix et sa présence. L'équipe de communication du palais observait ces changements avec fascination. La cote de popularité de Kate a constamment dépassé celle de tous les autres membres de la famille royale, y compris William lui-même. Des groupes de discussion ont révélé que le public la percevait comme authentique, ce qui a surpris même les observateurs les plus aguerris de la famille royale. Son origine bourgeoise, autrefois considérée comme un handicap, était devenue sa plus grande force. Le signe le plus révélateur du changement est survenu lors d'une réception du Commonwealth en mars. Alors que Charles luttait contre la fatigue, Kate s'est glissée dans son rôle avec aisance, saluant les chefs d'État avec une assurance qui a surpris les observateurs de longue date du palais. Elle connaissait leurs noms, leurs récents défis politiques et leur situation familiale. Elle se préparait à ce moment bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Après des années sous les feux des projecteurs, voici la preuve que Kate Middleton est prête à devenir reine. La préparation de William a été tout aussi intense, mais plus visible pour les initiés. Son secrétaire particulier assistait désormais aux réunions du cabinet. Son dispositif de sécurité avait été renforcé pour égaler celui d'un monarque régnant. Plus important encore, son emploi du temps hebdomadaire commençait à ressembler à celui de son père, rempli de réunions de haut niveau qui préparent un futur roi au poids de la couronne. Les enfants du couple restèrent largement à l'abri de ces changements, mais eux aussi commencèrent à remarquer des différences. Le prince George demanda à sa mère pourquoi les photographes semblaient plus intéressés par leurs sorties en famille. La princesse Charlotte se demanda pourquoi son père consacrait autant de temps à des appels téléphoniques importants. Telles étaient les questions des enfants qui regardaient leurs parents se transformer en personnages historiques. À huis clos, Kate et William ont eu des conversations qui auraient semblé impossibles un an plus tôt. Ils ont discuté des propriétés royales qui pourraient être ouvertes au logement social. Ils débattirent de l'avenir du Commonwealth. Ils planifièrent comment moderniser la monarchie sans en détruire le caractère essentiel. Le changement le plus profond résida dans la manière dont les autres les traitaient. Les hauts fonctionnaires du gouvernement s'adressaient désormais à Guillaume avec la déférence généralement réservée à un monarque. Les dirigeants internationaux organisaient des visites d'État en fonction de ses disponibilités. Même les conseillers de longue date de Charles commencèrent à soumettre des décisions importantes à Guillaume pour approbation. L'influence de Kate s'étendait au-delà du protocole et touchait aux aspects les plus personnels de la vie royale. C'est vers elle que Charles se tournait pour discuter du futur rôle de Harry. C'est elle qui aidait à déterminer quel membre de la famille assumerait des responsabilités supplémentaires. Elle était devenue le pont entre les attentes traditionnelles de la monarchie et ses nécessités modernes. Au printemps, la transformation était achevée, mais sans préavis. William et Kate assuraient la direction opérationnelle de la monarchie, tandis que Charles conservait la couronne cérémonielle. Ce fut un couronnement dans l'ombre, mené au cours de réunions privées, de conversations discrètes et de transferts progressifs de responsabilités. Mais tandis que William et Kate consolidaient discrètement leur pouvoir, l'empire dont ils allaient hériter s'effondrait. Que resterait-il à gouverner?
Des frères divisés par la défection des nations. L'appel téléphonique de la Barbade est arrivé un jeudi matin humide de septembre. Le message de la première ministre Mia Mottley était poli, mais définitif. L'île allait officiellement destituer le chef de l'État britannique. En quelques heures, des conversations similaires ont eu lieu dans les Caraïbes, en Jamaïque, à Trinité et Tobago, aux Bahamas. Un à un, les dominos ont commencé à tomber. William recevait les câbles diplomatiques dans son bureau du palais de Kensington, chacune marquant l'effondrement d'un pan de son futur empire. Le Commonwealth que sa grand-mère avait passé 70 ans à entretenir était en train de se dissoudre. Alors que le Commonwealth marque une pause pour célébrer le plus long règne du monarque, 70 ans sur le trône. Ce qui était autrefois un réseau mondial de 54 nations devenait un club beaucoup plus restreint et moins influent. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. La crise sanitaire de Charles avait fragilisé la monarchie et les mouvements républicains des anciennes colonies y avaient senti l'opportunité. Les relations soigneusement entretenues, fondées sur le respect personnel envers la reine Élisabeth II, s'évaporaient sans sa présence unificatrice. À Montecito, en Californie, le prince Harry observait ces événements avec des émotions complexes. Une partie de lui se sentait justifiée. Il avait mis en garde contre le passé colonial de la monarchie lors de son interview explosive avec Oprah. Une autre part de lui-même regrettait une institution qu'il avait autrefois servie avec une fierté sincère. Les tournées qu'il avait entreprises dans le Commonwealth et les amitiés qu'il avait nouées avec de jeunes leaders d'Afrique et des Caraïbes semblaient toutes se défaire. Mais les sentiments d'Harry face au déclin de l'Empire étaient bien pâles face à son éloignement total de son frère. Les deux hommes, qui avaient autrefois assisté ensemble aux funérailles de leur mère, servis côte à côte lors de cérémonies militaires et lancé ensemble des initiatives en matière de santé mentale, ne supportaient plus d'être dans la même pièce. Et les jeunes membres de la famille royale britannique dévoilent la prochaine étape de leur initiative en matière de santé mentale. Le prince William, la duchesse Kate et le prince Harry. L'approche de William face à la crise du Commonwealth a révélé à quel point il avait fondamentalement changé depuis qu'il avait assumé de plus grandes responsabilités. Là où Charles aurait pu passer des mois en discussion diplomatique, William a accepté l'inévitable avec un pragmatisme surprenant. Il ordonna à son personnel de concentrer ses ressources sur les nations restées engagées, plutôt que de mener des batailles perdues d'avance avec celles qui étaient déterminées à partir. Cette efficacité impressionna les responsables gouvernementaux, mais horrifia les traditionalistes du palais. Guillaume prenait des décisions impensables sous les monarques précédents, coupant les ponts avec des relations séculaires au profit d'une orientation stratégique. Il gouvernait comme un PDG moderne plutôt que comme un roi traditionnel. Harry était informé de ses décisions par les médias plutôt que par les communications familiales. Son frère, qu'il appelait autrefois quotidiennement, ne communiquait désormais plus que par avocat et intermédiaire. Leur dernière conversation sérieuse remontait à plus de 2 ans. Et même celle-ci s'était soldée par de vives accusations et des portes claquées. Des sources proches de la famille Sussex ont révélé que Harry possédait des informations bien plus préjudiciables que celles figurant dans ses mémoires. Spare. Des chapitres entiers avaient été supprimés à la dernière minute, contenant apparemment des allégations qui auraient pu détruire définitivement la réputation de William. L'existence de ces documents inédits créait une tension permanente au sein du palais. Les conseillers de William vivaient dans la crainte constante des révélations d'Harry. Chaque apparition publique des Sussex était surveillée à la recherche d'indices sur de futures révélations. Chaque déclaration était analysée à la recherche de messages codés concernant la famille royale. La relation entre les frères était devenue une partie d'échecs diplomatiques à enjeux élevés, se jouant sur plusieurs continents. Le contraste entre la situation actuelle des deux frères est désolant. William gagnait un pouvoir réel, prenait des décisions importantes et se préparait à diriger une monarchie transformée. Harry, quant à lui, bâtissait un empire médiatique en exil, profitant de ses relations royales tout en critiquant l'institution qui avait fait sa célébrité. Les dirigeants du Commonwealth remarquèrent cette dynamique lors de leurs visites officielles. Ils ont constaté la confiance et l'autorité croissante de William. Ils ont observé l'importance croissante de Kate dans les fonctions diplomatiques. Mais ils ont également ressenti la faiblesse institutionnelle créée par les critiques publiques constantes de Harry et l'incertitude qu'elles engendraient quant à la stabilité de la famille royale. L'aspect le plus dommageable de la querelle entre les frères n'était pas l'animosité personnelle, mais le caractère public de leur conflit.
Les précédents désaccords royaux avaient été traités en privé, permettant à l'institution de conserver son caractère mystérieux. La décision de Harry d'exprimer les griefs familiaux dans les médias internationaux avait brisé à jamais ce silence protecteur. La réponse de William avait été de se replier sur le formalisme et le protocole. Il refusait de reconnaître publiquement les accusations de Harry. Mais en privé, il durcissait ses positions sur tous les sujets, des titres royaux aux droits de visite de sa famille. Des sources proches du palais rapportaient que le premier acte de William en tant que roi consisterait probablement à dépouiller officiellement Harry et Meghan de leurs dernières relations royales. À l'approche de l'automne, le palais était confronté à un choix impossible: guérir la fracture familiale qui minait sa crédibilité, ou accepter que la future monarchie soit bâtie sur les ruines de relations irréparables. Mais alors que les nations abandonnaient la couronne et que les frères se retournaient les uns contre les autres, Charles lance un dernier geste désespéré. Sa vision radicale pouvait-elle sauver la monarchie d'un effondrement total? Son dernier pari pour sa survie. La salle de réunion du palais de Buckingham n'avait jamais accueilli un rassemblement pareil. Charles était assis à la tête d'une table ovale, entouré d'experts en communication, de juristes constitutionnels et de stratèges numériques. Une combinaison impensable sous le règne de sa mère. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec une profonde tristesse. Tout au long de sa vie, Sa Majesté la Reine, ma mère bien-aimée, a vécu la transformation la plus radicale de la monarchie depuis des siècles. La vision de Charles était d'une simplicité époustouflante, mais révolutionnaire. La famille royale se réduirait à son noyau essentiel, lui-même, William, Kate et leurs enfants. Tous les autres perdraient leur financement public et leurs fonctions officielles. Des siècles de tradition seraient balayés au profit de l'efficacité et de la pertinence. L'institution pléthorique, qui avait soutenu des dizaines de membres mineurs de la famille royale, deviendrait une organisation rationalisée, entièrement tournée vers l'avenir. Les implications financières, à elles seules, étaient vertigineuses. Les propriétés royales seraient transformées en logements sociaux. Les collections d'art seraient prêtées aux musées. Les vastes propriétés foncières de la monarchie généreraient des revenus grâce au développement durable, plutôt que de servir simplement de symbole de richesse héritée. Charles démantelait fondamentalement le cadre aristocratique qui avait soutenu sa famille pendant des générations. Mais le changement le plus radical concernait la stratégie médiatique. L'approche traditionnelle du palais, celle du silence digne, était révolue. À la place, Charles autorisa la création d'une opération numérique sophistiquée qui surveillait minute par minute les réactions en ligne. Les engagements royaux étaient désormais planifiés en fonction de leur impact sur les réseaux sociaux plutôt que de leur importance cérémonielle. Chaque apparition était calculée pour générer une couverture médiatique positive tout en minimisant les risques de critique. Cette nouvelle approche exigeait un contrôle sans précédent de l'information. Le personnel du palais, qui entretenait autrefois des relations informelles avec les journalistes, se retrouva lié par des accords de confidentialité à toute épreuve. Les fuites, qui avaient historiquement alimenté la couverture royale en grande partie, devinrent pratiquement impossibles. La monarchie devenait un système fermé, soigneusement géré et étroitement contrôlé. Guillaume observait ces changements avec une inquiétude croissante. La vision de son père exigeait de lui qu'il devienne ce qu'aucun monarque britannique n'avait jamais été, un dirigeant médiatique et politiquement avisé, capable de défendre l'institution en temps réel. L'époque où les membres de la famille royale pouvaient rester au-dessus de la mêlée touchait à sa fin. Les futurs rois devraient être à la fois artistes, politiciens et experts en relations publiques. L'aspect le plus douloureux du pari de Charles concernait son fils cadet. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré les attaques publiques et les trahisons privées, le roi continuait d'espérer une forme de réconciliation. Il autorisa des contacts discrets par l'intermédiaire d'amis communs, envoya des messages privés par l'intermédiaire d'intermédiaires de confiance, et envisagea même de se rendre en Californie pour une conversation en face à face. Ses efforts se heurtèrent au silence de Montecito. La position de Harry s'était durcie au-delà de toute possibilité de redressement diplomatique. Il exigeait la reconnaissance des torts passés, des excuses publiques pour le racisme institutionnel et des garanties quant à la sécurité de sa famille. Le palais considérait ces exigences comme impossibles à satisfaire sans légitimer ses critiques plus générales de la monarchie. La position de William était encore plus impitoyable. Il avait conclu que son frère représentait une menace existentielle pour la survie de l'institution. Chaque interview accordée par Harry
Chaque révélation qu'il faisait, chaque critique qu'il formulait, affaiblissait la crédibilité de la monarchie au moment où elle pouvait le moins se permettre de nouveaux dommages. Du point de vue de Guillaume, la réconciliation était non seulement impossible, mais dangereuse. Charles se retrouvait pris entre son instinct paternel et ses responsabilités constitutionnelles. En tant que père, il souhaitait que ses fils se retrouvent. En tant que roi, il devait protéger une institution dont des millions de personnes dépendaient pour leur stabilité et leur continuité. Le poids du choix entre ces loyautés concurrentes devenait insupportable. La monarchie moderne que Charles envisageait serait plus petite, plus efficace et plus réceptive aux attentes du public. Mais elle serait aussi plus solitaire, plus isolée et davantage dépendante de la performance de quelques individus clés. La question était de savoir si cette transformation radicale pourrait se produire assez rapidement pour sauver une institution qui semblait à court de temps, de pertinence et de membres de sa famille prêts à la servir. À l'approche de l'hiver, Charles réalisa que son pari avait créé un choix impossible pour son héritier. Sauver la monarchie en abandonnant son frère, ou sauver sa famille en risquant la couronne elle-même. Guillaume suivra-t-il la dernière volonté de son père pour la guérison de sa famille, ou sacrifiera-t-il son frère pour sauver la couronne? Alors que le temps de Charles touche à sa fin, une famille royale divisée pourra-t-elle survivre au choix entre loyauté personnelle et survie institutionnelle? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous l'apprécierez.